On rêve tous de tomber sur une pouleuse d'or, mais la réalité c'est qu'elle meurt très vite. Aujourd'hui, je vais montrer comment et pourquoi cette logique s'applique typiquement au monde du business et au monde des affaires, surtout dans les niches les plus rentables, à travers une histoire réelle, donc la ruée vers l'or. Je vous mets un peu de contexte, on est au nord-est de Sacramento, le 24 janvier 1848. On a James Marshall, un charpentier, qui travaille pour un propriétaire terrien suisse, John Sutter, qui est là pour construire une scierie. Donc James Marshall, il est présent sur place et il va inspecter le canal d'évacuation de la scierie. Et donc le canal d'évacuation de la scierie se mélange à l'eau de l'American River. Et là, dans l'eau, il va apercevoir des paillettes métalliques jaunâtres. Il va faire un test rudimentaire et conclure que c'est bien de l'or. Donc Sutter et Marshall décident de ne rien dévoiler, de garder le secret pour eux. Parce qu'évidemment, ils craignent l'amas de personnes qui viennent sur les terres pour faire du terrain de la scierie un terrain de motocross avec des trous partout. Mais le problème, c'est que très vite, les ouvriers vont vont perpétuer ces rumeurs. Et donc le bouche à oreille va se répandre dans les villages aux alentours, et l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres à tout ça vient d'un commerçant littéralement de génie, du nom de Samuel Brannan. Et là donc il va pas passer par quatre chemins, il va aller direct à San Francisco, il va dire qu'il y a de l'or pas loin. Qu'est-ce qu'il va vendre? Des pelles, évidemment. Et donc pour vous donner un ordre d'idée de la taille et de la rapidité à laquelle la rumeur va se propager, on est à peine au printemps 1948, donc toute cette histoire a commencé en janvier, et là toute la Californie en parle déjà. Et donc en fin 1848, c'est carrément tout l'Est américain qui est au courant. Et donc l'explosion migratoire est vraiment en 1849. Les stats sont tombés, on est quasiment à 90 000 chercheurs d'or arrivés sur le terrain de la Syrie ou aux alentours pour pouvoir récolter de l'or. Et donc dans les années 1850-1852, on est à presque 250 000 personnes qui se sont déplacées pour l'or, pour aller chercher de l'or. Et évidemment, très rapidement, dès 1853, tous les filons les plus faciles pour extraire de l'or à la surface sont complètement épuisés. Si on veut continuer à récolter de l'or à cette période-là, il va falloir investir dans des machines extrêmement perfectionnées. Et en réalité, les vrais gagnants de cette période après 1849, ce sont les hôtels, ce sont les commerçants, ce sont tous ceux qui ont pu profiter indirectement de cet or agité au-delà même de la Californie. Donc la fin réelle de cette période de la ruée vers l'or se termine à peu près vers 1855. Donc si on résume, on aura quasiment 6 à 7 années de ruée vers l'or, entre guillemets, de vraiment la naissance jusqu'au déclin. Et donc là, la question qu'on va se poser, c'est à la base, comment c'est possible que les ouvriers ont pu avoir l'info? Pourquoi Marshall et Sutter n'ont pas gardé le secret pour eux? Mais la réalité, c'est que forcément Marshall, quand il est descendu pour inspecter les évacuations, il n'était pas tout seul, il avait des ouvriers avec lui. Les ouvriers l'ont vu se baisser pour ramasser les paillettes métalliques jaunâtres. Et forcément, quand il a vu ça, il a demandé confirmation. Il a dit c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. Donc en plus des ouvriers qui étaient avec lui, forcément il l'a montré aux autres ouvriers de l'usine. C'était impossible pour lui de le cacher à ce moment-là. Et les ouvriers de la scierie ont forcément d'autres intérêts que lui-même, Marshall donc, ou le propriétaire de la scierie. Ils n'en ont rien à faire de garder le secret. Parce que dès qu'on a un groupe qui est de plus en plus grand, la responsabilité forcément se dilue, l'intérêt collectif est beaucoup plus mince. Et même au-delà de ça, en réalité, garder à ciel ouvert une véritable rivière qui, lui, de couleur or, avec des ouvriers qui travaillent non loin de là, c'est quasiment mission impossible. Et donc à partir de ce moment-là, on va mettre le doigt sur un principe social et même sociétal et humain. Plus l'opportunité est énorme, visible et monnayable, plus la probabilité de fuite est proche quasiment de 100%. Parce qu'il y a des témoins, parce qu'il y a des inégalités d'intérêt, parce qu'il y a des effets de foule aussi. Et puis en réalité, la psychologie humaine est aussi présente. Quand vous avez découvert ce genre de choses, vous ne pouvez pas vous empêcher de le dire. Et donc le lien qu'on peut faire avec ça dans le monde des affaires, c'est qu'à court terme, oui, c'est possible de garder le silence. Et on l'a vu de janvier 1848 à peu près mars 1848, peu de personnes en réalité étaient vraiment au courant, à part les habitants des alentours, mais toute la Californie n'était pas encore au courant. Donc il y a eu un laps de temps de 3 mois seulement. Et 3 mois, c'était à l'époque, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, quand il n'y avait pas les médias. Donc, sur le court terme, oui, c'est possible de profiter d'une telle opportunité. Évidemment, quand on parle d'or, c'est à une échelle excessive. Quand on est dans une plus petite niche, peut-être que oui, on peut aller à 6 mois, 1 an, voire 2, et encore. Le réel levier qui va venir protéger ce secret, c'est en réalité l'innovation perpétuelle. Ou alors un avantage économique qui vous permet d'accéder à des ressources que personne d'autre ne peut accéder. Et par exemple, que si le gisement d'or de la ruée vers l'or était en réalité pas dans l'eau, mais était à quelques mètres de profondeur, uniquement des miniers avec des compétences de minage auraient pu extraire cet or. Donc évidemment, l'argent facile n'aurait pas été présent. Donc ça fait aussi un autre parallèle avec toutes ces personnes qui vous parlent d'opportunités immenses dans le business ou dans les affaires, ou toutes les personnes qui agitent devant vous l'idée de l'entrepreneuriat en ligne. En tout cas, qu'une nouvelle mode, qu'une nouvelle tendance est arrivée, qu'il faut absolument la saisir parce que l'argent s'y trouve. Généralement, si on vous en parle, c'est que c'est déjà trop tard. Si la personne en réalité avait plus d'intérêt pour elle à garder le secret, elle garderait le secret. Pourquoi Samuel Brannan a crié dans les rues de San Francisco que de l'or était disponible de façon quasiment illimitée et extrêmement accessible?
dans la rivière la plus proche. Pourquoi tu dis ça? C'est parce qu'il avait beaucoup plus d'intérêt à vendre des pelles qu'aller lui-même chercher l'or. Parce qu'il a compris quel était le principe des opportunités extrêmement accessibles. Il est beaucoup plus accessible, du moins visuellement, pour n'importe qui, d'aller se pencher dans une rivière et récolter de l'or, que de monter une boîte, que d'acheter des marchandises, qu'aller acheter des outils miniers, des pelles, pour les revendre ensuite à des gens à qui il faut vendre, à qui il faut prôner un discours commercial. Et donc Samuel Brannan n'a pas crié dans les rues de San Francisco qu'il fallait faire comme lui et monter une boutique de vente de pelles. Il a crié d'acheter des pelles pour aller chercher de l'or. Et donc là, on est à peine 3 mois de la découverte. Et donc un passant qui aurait été vraiment smart aurait compris le stratagème. Donc en réalité, le vrai filon, c'est les ouvriers qui les ont eus. Et dès lors que les ouvriers ont commencé à en parler, c'était déjà terminé. Donc dans la vie de tous les jours, à moins d'être au même stade qu'un ouvrier, c'est-à-dire d'avoir quasiment découvert l'opportunité par soi-même et quasiment être sûr et certain d'être parmi les premières personnes à avoir découvert ce filon, il est quasiment déjà trop tard pour pouvoir sauter sur cette opportunité. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la solution? Et les opportunités doivent être un bonus, posées de façon chirurgicale sur des concepts fondamentaux et un avantage économique structurel. L'idée n'est pas d'analyser la surface, de comprendre la surface, mais d'aller en profondeur. De comprendre les rouages de l'économie, les rouages du capitalisme. Vous savez, c'est un peu comme quand Warren Buffett parle de Coca-Cola, ou parle des entreprises dans lesquelles il investit. Ce sont toutes des entreprises, des sociétés qui possèdent ce qu'il appelle des douves, des avantages concurrentiels durables. C'est-à-dire que sur un segment de la production, un segment de leur industrie, un élément de la chaîne de production, par exemple, un élément de design, un élément d'innovation, ils sont sûrs et certains d'être en avance par des brevets, par des compétences, sur la totalité des concurrents et sur la totalité du marché. Ils sont sûrs et certains d'être en position de force par rapport aux concurrents. Et si un nouveau concurrent arrive, il aura toujours un train de retard sur les innovations, il aura toujours un train de retard sur l'entreprise, parce qu'elle a construit ces douves-là, et que la barrière à l'entrée qu'elle a elle-même créée sur le marché est supérieure. Parce que structurellement, elle a fait le boulot, elle a fait le job. Et la morale est toute simple, c'est que les poules aux œufs d'or ne sont pas éternelles, les poules aux œufs d'or même très vite, et être conscient que plus une opportunité est grande, plus elle a de chances de péricliter très vite. Merci de votre attention et n'hésitez pas à débattre avec moi en commentaire.